Comment font les Libanais, les Chinois et les Indiens pour réussir quand ils font du business en Afrique? C'est une question que très peu de personnes se posent et pourtant quand on sillonne les rues du continent comme moi, on se rend compte que ces populations-là sont de plus en plus nombreuses sur place, font beaucoup de business et gagnent pas mal d'argent. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, des stratégies qu'ils mettent en œuvre parce que si nous aussi, nous les dupliquons, alors je suis convaincu que ça va contribuer à nous permettre d'enrichir grandement notre communauté. Donc si vous voulez connaître quel est le secret des Chinois, le secret des Libanais, le secret des Indiens quand ils viennent en Afrique et pourquoi est-ce qu'ils parviennent à gagner pas mal de sous, cette vidéo va vous ouvrir les yeux parce que je vais partager avec vous 6 points fondamentaux qui les différencient nettement des autres. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information dédié à la communauté noire. Deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit cadeau que j'ai réservé pour toi. C'est un quiz que j'ai intitulé Le Révélateur qui va te permettre de faire le bilan au niveau de la gestion de tes finances. Est-ce que tu es ou pas une passoire? Mais crois-moi, tu risques d'être fortement surpris par ce que tu vas y découvrir. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui sont prêts, qui veulent se lancer, passer à l'action et gagner davantage d'argent, je vous donne rendez-vous sur mon site internet investiraupays.com, onglet formation. Vous allez y trouver une batterie de formations que j'ai créées, prêtes à l'emploi, dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines, en fonction de votre budget, pour vous permettre de vous lancer et de commencer à générer des revenus supplémentaires très rapidement. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, les amis, on est quasiment sur la dernière ligne droite. Réservez rapidement vos places pour nos prochaines journées de formation à Londres, ensuite à Paris. Paris, c'est quasiment plein, donc dépêchez-vous. Ensuite, on est à Montréal et enfin aux États-Unis. Donc, les amis, allez-y rapidement. On revient en Europe après, en Belgique, en Suisse, bref. Toutes les dates sont disponibles sur le site investiraupays.com et cette fois-ci, onglet conférence. Vous allez trouver votre ville, votre pays et comment faire pour être avec nous pendant ces prochaines journées-là. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous des communautés qui réussissent dans le business en Afrique. Des gens qui viennent de loin, parfois de très loin, pour venir faire du business en Afrique. Ce qu'ils ont de particulier, c'est que ce ne sont pas des anciens colonisateurs. Et pourtant, on voit qu'ils parviennent à s'en sortir dans nos pays et parfois même à tel point qu'ils inquiètent les anciens colonisateurs dans nos États. Certains d'entre eux ne sont pas du tout dans le jeu politique comme les Chinois ou encore même les Libanais et pourtant on constate que dans plusieurs pays, ils commencent à avoir un certain impact. Mieux encore, les pays desquels ils sont originaires ne sont pas forcément des pays dans lesquels tout va très bien économiquement. Quand vous regardez par exemple la situation du Liban, ma foi, le Liban ce n'est pas un pays dans lequel tout va très bien financièrement, pas du tout. Et pourtant, les Libanais à l'étranger parviennent à générer beaucoup d'argent. En Côte d'Ivoire, par exemple, un pays dans lequel je suis en ce moment, eh bien, les Libanais sont très, très fortement impliqués dans le business et ce, depuis pas mal d'années. Alors, qu'est-ce qui justifie donc le succès de cette communauté-là? Qu'est-ce qu'elle fait de différent des autres et qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut en apprendre? La première chose qui différencie ces communautés-là des autres, c'est que quand les Libanais, les Chinois, les Indiens voyagent pour venir en Afrique, ils y viennent pour faire du business et pas pour chercher un job. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Africains en général, quand nous voyageons, c'est pour aller étudier ou alors pour aller chercher un boulot. Parce que les conditions de vie sont difficiles pour certains en Afrique, parce que l'Eldorado, pour d'autres, c'est en Europe ou en Occident. Alors les gens sont prêts à tout, même affronter la mort dans la Méditerranée, avec pour but d'aller trouver un job en Occident. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça dans cette chaîne en expliquant pourquoi est-ce que c'était désolant
que des gens qui ont autant d'énergie, autant de motivation, ne mettent pas toute cette énergie pour construire un business parce qu'ils vont réussir, mais prennent leurs faibles économies pour aller risquer leur vie, pour aller chercher un Eldorado ailleurs. Et quand ils arrivent donc dans ces Eldorados-là, ils se retrouvent à avoir de simples petits jobs. Et donc, de fait, ils démontrent par là que la situation dans laquelle ils étaient avant était un problème dans leur tête. Parce que les richesses, en réalité, elles sont sur place. Mais comme ils n'ont pas la motivation et l'énergie nécessaire pour l'impliquer dans un business, ils la déportent dans un voyage et de fait, à mon avis, ils la placent au mauvais endroit. Par contre, les Chinois, les Libanais, les Indiens, quand ces gars voyagent, ils ne viennent pas pour chercher un job en Afrique. Ils ne viennent pas pour essayer d'être salariés. Et peut-être que c'est l'un des inconvénients pour nous de parler français. Parce que quand nous allons dans des pays francophones, nous partons du principe que nous allons avoir une intégration facile. Donc, de fait, ce que nous essayons de faire, c'est tout de suite quelque chose qui va nous être à la portée rapidement, c'est-à-dire un boulot. Et ça, bien évidemment, ça pose problème. Bien évidemment, ceci découle de la mentalité académique que l'on a, dans laquelle on nous a fait croire que pour réussir dans la vie, il fallait aller à l'école, faire de bonnes études, avoir un diplôme et ensuite trouver un job. Et pourtant, on le sait tous aujourd'hui, le salariat ne permet pas de s'enrichir en réalité. C'est un moyen pour pouvoir commencer à gagner de l'argent, mais ce n'est pas avec ce moyen-là que l'on va pouvoir s'enrichir. L'enrichissement vient avec la création d'entreprises. Et donc, du coup, nos amis libanais, chinois et indiens, quand ils viennent sur le continent, c'est toujours pour créer des business. Toujours. Ils viennent avec cette mentalité-là de créer un business. Et ça, bien évidemment, ça fait toute une première différence. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous pouvons nous inspirer aussi de cette mentalité-là et de nous dire, nous, diaspora, au nom de quoi est-ce que quand on va en Occident, c'est uniquement pour être salarié? Vous avez peut-être aussi fait ce constat, mais l'écrasante majorité des personnes dans la diaspora travaillent comme des salariés. Alors qu'ils ont le potentiel, parce que généralement, ce sont des gens brillants, intelligents, pour créer des business qui vont peut-être changer le monde. Et puis, un autre constat que j'ai fait aussi auprès de la diaspora, c'est que beaucoup de personnes, quand ils pensent entrepreneuriat, ils ne pensent entrepreneuriat qu'en Afrique. Pas parce qu'ils aiment uniquement l'Afrique, parce que dans leur tête, ils ont un blocage qui fait qu'ils pensent qu'il n'y a qu'en Afrique qu'ils sont capables de créer un business. Et donc, du coup, quand ils sont en Europe, ils sont en mode salarié, ils économisent de l'argent. Et par contre, leur cerveau travaille activement pour trouver des business en Afrique. Alors qu'en fait, on peut voir cela au travers de plusieurs entrepreneurs africains. Il est possible de créer des business successful en Occident et de gagner donc de fait beaucoup d'argent grâce à ces business-là. Et moi, j'invite grandement la communauté noire à investir dans l'entrepreneuriat là où elle est, en s'inspirant justement des autres diasporas qui, quand elles viennent en Afrique, créent des business. Il faut que notre diaspora aussi se mette à créer des business et de plus en plus importants pour que, bien évidemment, économiquement, elle puisse s'imposer dans les territoires dans lesquels elle se trouve. Donc, ce premier point est vraiment très important. La mentalité du salariat que a grandement la diaspora noire diverge totalement de la mentalité entrepreneuriale qu'ont les diasporas libanaises, indiennes et chinoises. La deuxième chose qu'ont ces trois diasporas-là, c'est qu'ils sont habités de la mentalité du voyageur. Vous savez, quand vous allez à l'étranger, vous êtes un peu comme en mode guerrier. Voilà pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que même dans la communauté noire, les gens qui gagnent le plus d'argent, généralement, en moyenne, sont les gens qui sont à l'étranger. Parce que quand vous avez quitté votre pays, que vous avez franchi des milliers de kilomètres pour aller à un endroit où vous ne connaissez parfois personne, pour vous retrouver dans un environnement qui peut vous paraître hostile, parfois même un environnement dans lequel on peut vous rejeter à cause de votre couleur de peau, eh bien, vous vous armez d'une mentalité de guerrier en fait. Même si vous êtes salarié, vous vous armez parce que vous vous dites « je n'ai pas le choix, il faut que je réussisse ». Et moi, je me rappelle très bien que quand je quittais mon pays pour aller étudier en Europe, j'avais cette mentalité-là de me dire « mes parents ont misé sur moi, ma famille a économisé de l'argent pour pouvoir me permettre d'aller faire ce voyage-là ». Et quand je dis ma famille, si je parle essentiellement de ma mère, pour me permettre d'aller faire ce voyage-là et d'aller donc dans un pays inconnu pour moi pour essayer de réussir ma vie, mais aussi donc de fait d'améliorer les conditions de vie de ma famille. Et quand je suis dans ce mindset-là, je ne vais pas en Europe pour m'amuser. Voilà pourquoi est-ce que j'ai toujours eu un peu de mal avec les gens qui venaient en Europe, partant de pays africains pour aller faire la fête en Europe. J'ai eu du mal à comprendre cette mentalité-là. Les gens qui voyagent généralement ont le mindset de guerrier. Le mindset de « je suis loin de ma famille, je dois bosser au max pour les aider ». Voilà pourquoi est-ce que aussi quand les Africains gagnent de l'argent en Europe, ils l'envoient en Afrique. Eh bien, les Libanais ont aussi cette mentalité-là. Les Libanais, les Chinois ont la mentalité quand ils vont à l'étranger de gagner de l'argent pour le renvoyer dans leur pays, pour le renvoyer pour leur famille. Ils viennent travailler, se sacrifier pour les leurs, pour les gens qu'ils aiment. Alors que les locaux,
comme ils n'ont pas la mentalité du voyage, eh bien, ils dorment un peu sur leur laurier. Et je pense qu'on gagnerait justement à s'inspirer de cette mentalité de voyageur pour se dire que, en fait, et vous la voyez à tous les niveaux en fait, hein, même le gars qui fait de l'exode rural, le gars qui quitte le village pour arriver en ville, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il a souvent une détermination que les gars qui sont en ville n'ont pas. Le gars qui vient de la campagne, quand il arrive en ville, il est prêt à faire des petits boulots que les autres négligent. Parce qu'il est venu là avec la rage de gagner de l'argent pour permettre à sa famille qu'il a laissée en campagne de pouvoir mieux vivre. Et donc, clairement, nous aussi à notre niveau, je pense que sans avoir besoin de voyager, on devrait s'armer de cette mentalité-là. La mentalité qui dit que je suis là, en fait, en mode commando. Je suis là pour prendre le maximum des opportunités que le pays me permet d'avoir et je les prendrai toutes, de la première à la dernière, sans rien laisser passer. Et si vous êtes aussi dans cet état d'esprit-là, de guerrier, de se dire non, on n'est pas venu ici pour s'amuser. Je dis bien, moi je ne suis pas venu sur la terre en général pour m'amuser. Je suis venu pour accomplir des choses. Je suis venu parce que j'ai eu une destinée. Je suis venu parce qu'il y a des projets sur ma vie. Je suis venu parce que je veux m'accomplir. Je veux accomplir ma destinée, impacter des vies, changer le monde. C'est mon appel. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, que vous soyez en Chine, en Nouvelle-Papouasie ou je ne sais pas trop où d'autres, vous allez vous distinguer dans l'endroit où vous êtes. Et je pense que cette mentalité-là, justement, elle nous manque beaucoup. On l'a quand on est à l'étranger, mais par contre, généralement, sur le continent, là où on a bien évidemment la plus grande majorité des personnes, eh bien, cette mentalité-là manque. Et donc, mon appel ici, c'est clairement un appel à changer de mentalité pour avoir cette mentalité de guerrier, même quand on est sur place. Troisième caractéristique que l'on peut voir et qui caractérise ces communautés-là, c'est leur unité. Et je pense qu'on a souvent fait un faux procès à l'unité africaine, au fait de dire que les Africains sont désunis et autres. En fait, je pense que c'est parce qu'on n'a pas aussi pris en considération l'aspect voyage. Quand vous êtes à l'étranger, en réalité, c'est beaucoup plus facile d'être unis. Tous les peuples au monde, je dis bien tous les peuples au monde, quand ils sont dans leur propre pays, ont des divisions, ont des séparations. On trouve toujours le moyen de se diviser. Quand on ne se divise pas pour l'ethnie, on se divise pour la couleur de peau plus ou moins claire. Quand ce n'est pas ça, on se divise pour le côté aisé. Les gens qui sont aisés, les gens qui sont moins aisés. Il y a toujours une raison qui fait que les gens soient divisés, même dans des pays développés. Quand je dis divisés, c'est-à-dire des petites guéguerres. Quand vous êtes en France, les Parisiens sont perçus par beaucoup de personnes comme étant des gens prétentieux, hautains, et donc pas forcément appréciés quand on va dans le sud de la France. Et pareil, les Parisiens trouvent que les gens du sud sont X, Y, Z. Donc vous allez dans tous les pays dans le monde, en réalité, ce genre de choses existe. Par contre, quand les gens justement qui sont du même pays se retrouvent à l'étranger, tous ces petits éléments de division disparaissent et ils deviennent unis. Et donc, vous allez vous rendre compte que, par exemple, le tribalisme qu'on peut décrire en Afrique existe très peu dans la diaspora. Que vous soyez dans un pays où les gens du Nord et les gens du Sud ne s'aiment pas beaucoup, en général, quand vous vous retrouvez à l'étranger, que le gars soit du Nord ou du Sud, vous êtes frères là-bas. Voilà pourquoi est-ce qu'en Afrique, les gens vont vous dire « Oh, lui, il est Camerounais, lui, il est Togolais, lui, il est Malien. » Mais quand vous êtes dans la diaspora à l'étranger, tout le monde se définit comme Africain. Parce que là-bas, on a le besoin d'être unis. Et vous allez donc vous rendre compte que c'est la même chose. Chinois, Libanais et Indiens, quand ils se retrouvent dans nos pays en Afrique, ils sont unis. Pas parce qu'à la base, tout va bien dans leur pays, non. Mais du fait qu'ils soient à l'étranger et qu'ils ont besoin d'appartenance, alors ils se retrouvent entre eux. Ils sont unis, ils travaillent ensemble, font du business ensemble, gagnent de l'argent ensemble. Pourquoi est-ce que leur unité est différente de l'unité que nous, on peut avoir dans la communauté ? Eh bien parce qu'elle découle du point qu'on a vu précédemment, c'est qu'ils font du business. Et donc, comme ils font du business et qu'ils sont en plus unis, ils s'entraident dans le business. Nous, comme on a beaucoup de salariés, eh bien, on ne peut pas beaucoup s'unir en réalité. À part le fait qu'on peut se retrouver pour manger à Tchéké Poisson ensemble, il n'y a pas beaucoup de moyens d'unité parce qu'on n'a pas de business. Je veux dire, deux salariés ne fusionnent pas. Quoi. Ils n'ont rien à vivre. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fusionnent? Voilà, ils n'ont rien à fusionner ensemble. Deux business, bien sûr que si. Ils peuvent fusionner, ils peuvent s'entendre. Et ça, c'est l'une des caractéristiques très fortes d'ailleurs des pays qui font du business de manière intelligente. C'est que quand vous avez une communauté qui est forte, si par exemple moi je suis, je ne sais pas moi, dans le domaine de l'élevage de poulets, si un frère arrive, je vais lui demander plutôt que de venir faire l'élevage de poulets avec moi, qu'il fasse dans la provende. Et comme ça, quand il va faire dans la provende, on va devenir complémentaires. Si un troisième vient, je vais lui dire, plutôt que de faire dans la provende comme le premier ou dans l'élevage de poulets comme moi, qu'il ouvre plutôt un supermarché pour distribuer les produits. Vous voyez donc, au fur et à mesure que la communauté va grandir dans ce pays-là, on va occuper des espaces de plus en plus grands.
dans les différents secteurs de business. Et voilà comment est-ce que donc on retrouve des Chinois, des Libanais, des Indiens qui sont assez complémentaires quand ils font du business. Alors que nous, comme on est des salariés, eh bien, qu'est-ce que tu veux que deux salariés fusionnent ensemble? Leur salaire? Non. Ils travaillent pour des gens. Donc, clairement, je pense que l'union, justement, que l'on peut voir chez les Libanais, découle aussi du fait que, d'un, ils sont à l'étranger, mais de deux, comme ils sont dans le business, eh bien, ils ont des partenariats qu'ils peuvent faire ensemble. Et ça aussi, justement, ça devrait nous interpeller sur le fait que nous devons, nous aussi, à notre niveau, davantage travailler à ce qu'il y ait des business dans la communauté et que ces business-là, donc, s'unissent pour être plus forts et plus puissants. La quatrième chose que l'on peut tirer comme avantage de ces communautés-là, c'est qu'ils apportent une vision différente du business, de fait qu'ils soient des voyageurs. Vous savez, quand vous voyagez, c'est l'une des choses que je trouve formidable avec les voyages, vous vous enrichissez énormément. Vous n'avez pas idée à quel point nos pays, notamment en Afrique, sont vraiment cloisonnés. Par exemple, dans le domaine de l'élevage de poulets, je me rends compte qu'il y a des techniques qu'on applique au Sénégal qui sont inconnues en Côte d'Ivoire et inexistantes au Cameroun. Alors que ce sont des techniques qui sont très intéressantes et qui sont faciles à dupliquer. Mais ce que je viens de dire là pour l'élevage de poulets est valable dans les trois pays. Il y a des choses qu'on fait au Cameroun, qu'on ne fait pas au Sénégal, qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire. Et pourtant qui sont des best practices. Et moi, ce que je fais simplement, justement, c'est qu'en voyageant, justement, je m'enrichis de ce que je vois à gauche et je le duplique à droite pour, justement, être plus performant dans les activités que je fais. Et vous aussi, justement, à votre niveau, je vous invite à avoir ce regard-là. Beaucoup de personnes de la communauté ont voyagé dans le monde, mais ils ont voyagé avec les regards de touristes. Alors que quand tu as un regard business dans le monde entier, eh bien, tu regardes toujours ce que tu peux améliorer. Tu regardes ce que tu peux copier. Tu regardes ce que tu peux changer dans ton pays ou dans un autre pays dans lequel tu veux faire du business. Et comme nos chers amis libanais viennent du Liban, les Chinois de la Chine, ainsi de suite, ils ont une vision chinoise du monde qui fait que quand ils arrivent en Afrique, ils se rendent compte qu'en fait, attends, eux ici, voilà comment ils font encore telle chose. Alors que nous, on fait déjà ça comme si. Donc, on peut apporter la manière de faire chez eux. Et ça marche. Donc, je pense que le regard du voyageur est quelque chose que l'on peut aussi apprendre de ces communautés-là qui voyagent massivement et qui viennent faire du business à l'étranger. Et donc, de fait, qui ont aussi du succès grâce à cette manière différente de voir le monde. La cinquième chose que l'on voit chez ces communautés et qui est intéressant, c'est qu'ils investissent en Afrique indépendamment des défauts, des manquements du continent africain. Beaucoup de personnes de la communauté noire sont très critiques vis-à-vis de l'Afrique, à tel point qu'ils ont décidé de ne jamais y investir tant que telle ou telle chose ne va pas changer. Beaucoup de personnes de la communauté, quand ils viennent en Afrique, ne voient que le négatif. Ils vont vous parler des délestages. Ils vont vous parler des mauvaises routes. Ils vont vous parler de la connexion Internet qui n'est pas bonne. Tous ces éléments-là sont factuels, ok? Et sont vérifiés. Et pourtant, ces mêmes éléments n'empêchent pas des Chinois de venir investir, n'empêchent pas des Libanais, n'empêchent pas des Indiens de venir investir chez nous. Pourquoi? Eh bien parce que ces gens-là, ils acceptent de composer avec ces petites accointances locales. Ils acceptent que les choses ne soient pas parfaites, mais tant qu'elles n'empêchent pas que leur business puisse émerger, eh bien, ils viendront. Et ça, c'est très intéressant comme mentalité parce que c'est le mindset de l'entrepreneur. Beaucoup de personnes, justement, se limitent aux défauts du continent et on peut se poser la question, qui voulez-vous voir arranger toutes ces choses? Qui voulez-vous voir arranger toutes les routes? Qui voulez-vous voir arranger Internet? Qui voulez-vous voir arranger toutes les choses dont vous vous plaignez? Je pense que les Africains ont voulu mettre sur l'État beaucoup trop de choses, même si c'est vrai que l'État a des rôles à jouer, bien évidemment, dans les constructions des infrastructures. Mais si des gens qui ne sont pas de nos pays acceptent de venir composer avec ces contraintes-là, au nom de quoi est-ce que des locaux ne le feraient pas? Je suis toujours très choqué quand je vois quelqu'un qui sort d'un pays, arriver à l'étranger, commencer à cracher sur son pays ou à dire qu'il ne retournera plus jamais là-bas, que le pays là c'est l'enfer. Si c'est pour la guerre, je peux comprendre. Si c'est un opposant politique et qu'il est en exil, je peux comprendre. Mais un citoyen lambda, mon frère, ma soeur, d'où te vient cette mentalité? C'est-à-dire, on est parvenu, et ça c'est le plus grave, à faire que beaucoup d'Africains détestent l'Afrique. Et donc, de fait, comme ils ont ce regard négatif, ils voient tout sous l'angle négatif en Afrique. Alors que malgré toutes ces contraintes-là, des gens viennent et font beaucoup d'argent sur notre continent. Sixième et dernière chose que je vois chez eux, et qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ne s'investissent pas dans tous les secteurs. Ils choisissent des secteurs bien précis et s'investissent massivement là-dedans. Et généralement, ils choisissent des secteurs dans lesquels ils ont une expertise nationale avec laquelle ils viennent. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait réellement réfléchir à bâtir. En tant qu'Africain, on devrait se dire, OK,
Notre pays, justement, a des problèmes en Wi-Fi. Notre pays a des problèmes en route. Notre pays a des problèmes dans tel domaine. Travaillons pour avoir cette expertise en Occident et revenons pour changer ce problème sur le continent. J'appelle vraiment les Africains à ne plus aller faire des études de philosophie en Europe, à ne plus aller faire des études de littérature et de langue. Je les appelle à se focaliser dans les études d'ingénierie, dans les études scientifiques, mathématiques, physiques, pour maîtriser les sciences dures. Et avec ces sciences-là, les orienter dans les domaines dans lesquels leurs pays ont le plus de besoins. Et en faisant ça, ils vont avoir une force de frappe énorme. En ayant des ingénieurs, pas simplement des ingénieurs réseau, mais des gens qui sont suffisamment nombreux pour pouvoir créer et gérer une compagnie dans le domaine de la téléphonie mobile, là, on peut commencer à faire des choses conséquentes. Il y a des gens qui ont de l'argent dans la communauté, beaucoup d'argent même, mais à qui on ne présente pas des projets suffisamment ambitieux. Or, si nous avions justement cette logique-là, d'aller apprendre des expertises pour venir les dupliquer sur notre continent et les appliquer, on ferait des choses exceptionnelles. Voilà les 6 points que je voulais partager avec vous et qui, d'après moi, caractérisent réellement la réussite des Libanais, la réussite des Chinois, la réussite des Indiens en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut réellement aider quelqu'un et avoir un impact. Et bien évidemment, comme d'habitude, rendez-vous à demain. J'aime bien le dire, mais je le dis de moins en moins. Seul on va vite et ensemble, on voit loin. À très bientôt.